Ok. L'OTP d'aujourd'hui est proposé par M. Ali Fofana, le chargé de cours de Java à l'Université Kofi Annan, à l'UNC et à l'Université Mercure, depuis la Guinée-Conakry. Donc, l'OTP d'aujourd'hui va porter essentiellement sur la surdéfinition des méthodes, la conversion implicite des arguments effectifs, la surdéfinition des constructeurs. Voilà. Donc, nous allons commencer, comme j'avais si bien dit, que la création d'une application Java sous Eclipse commence toujours par la création d'un nouveau projet. D'accord? Donc, pour créer un nouveau projet, comme je vous l'avais si bien montré, il y a trois possibilités dans Eclipse. Soit vous faites un clic droit, ok, vous faites New Project, c'est une première possibilité. La deuxième alternative, c'est soit prendre File, New, et puis voilà, Project. Et la dernière alternative, c'est soit de venir là, vous cliquez sur là, et puis vous cliquez sur New. Quand vous cliquez là, on fait le choix Java Project. Je fais suivant. On va donner le nom. On va prendre, ok, TP, le nom, on va dire TP constructeur, constructeur sur def. D'accord? TP constructeur sur définition. Donc les paramètres par défaut, je les maintiens. D'accord? Mon environnement d'exécution, c'est Java Standard Edition 1.7, c'est bon, il n'y a aucun problème. Ceux qui ont ok, le JDK 6 aussi, c'est pas mal, c'est bon, vous pouvez travailler avec ça, aucun problème. Donc là, je fais suivant. On entend un peu, voilà. Donc, le projet, c'est un ensemble de dossiers dans lequel sont organisés les différents fichiers de vos applications. On est d'accord? Donc, la création d'un programme Java, comme à l'image dans les autres langages de programmation, commence toujours par la création des fichiers sources, c'est-à-dire des fichiers .java. On est d'accord? Tous vos fichiers .java seront stockés dans ce dossier source. Ok. Et maintenant, j'avais dit que la compilation de ces fichiers source Java génère des bytecodes portant l'extension .class. C'est-à-dire quoi? Qu'il va générer pour chaque classe définie dans votre projet, ok, un fichier portant l'extension .class, qu'on les appelle des bytecodes. Donc ces bytecodes seront stockés là. On est d'accord? Donc je fais finish. Non. Le projet est créé. C'est bien. Vous voyez le dossier source. On est d'accord? Maintenant, si vous voulez voir réellement la structure réelle de votre application, de votre projet Eclipse, vous venez dans Windows, Show View, et puis voilà, vous affichez la fenêtre, le volet navigateur. Et là, le volet navigateur, on est à son niveau, je clique là, vous voyez, le dossier bin, c'est pour stocker les bytecodes, et source, c'est pour stocker les, en fait, les fichiers sources portant l'extension .java. Là, c'est okay, un dossier caché qui est un dossier de configuration. Et là, ce sont des fichiers de configuration qui sont propres pour Eclipse. On est d'accord? Donc là, on en a besoin. On vient là. Qu'est-ce que je vais faire? Notre exemple va porter sur toujours notre classe point. Comme à l'entame de cours, nous avons commencé avec la classe point. On va continuer avec cette dernière. Si au lieu de faire d'autres TP portant sur la classe personne, sur la classe voiture, sur la classe étudiant, ou sur la classe ordinateur ou quoi, on en fera okay, un peu plus tard. On est d'accord? Donc là, je vais faire un clic droit pour créer une nouvelle classe point. Je fais sur source, je fais new class. Ok, je crée une nouvelle classe. On est d'accord? Le nom de la classe c'est quoi? C'est point. J'avais dit qu'il y a une possibilité d'organiser la répartition de vos classes dans différents sous-dossiers. D'où la nécessité d'utiliser des paquetages. Quand est-ce qu'on doit utiliser un paquetage? Lorsque vous développez une application Java, il peut arriver souvent que votre application est composée de plusieurs modules. Par exemple, si c'est le cas de la gestion d'une université, vous pouvez faire dans un dossier qu'on appelle, comment dirais-je, UCAG, je suppose, comme .UCAG.comptabilité, c'est ce sous-dossier du dossier comme le sous-dossier UCAG qui est appelé comptabilité. C'est dans ça que vous allez stocker tous vos fichiers Java, toutes vos classes Java, tous vos fichiers sous Java qui sont destinés au traitement de la comptabilité.
Et vous pouvez faire encore un autre sous-dossier comme un sous-dossier UCAG. Dans UCAG, on fait encore un autre sous-dossier qui sera appelé par exemple personnel. Donc ça peut contenir l'ensemble des classes destinées au traitement des personnels. D'accord? Et aussi, vous pouvez faire aussi un autre dossier en ce qui concerne le module gestion des heures d'enseignement et consort des professeurs. Vous pouvez créer un dossier ainsi. Donc, une manière pour vous de répartir, suivant les modules, les différentes classes dans les différents sous-dossiers correspondants. Donc, ce sont ces sous-dossiers qu'on appelle les paquetages. On est d'accord? Donc, si l'on veut, on peut créer un paquetage ici. Je peux appeler par exemple ici comme, on est d'accord, point mercure, point test par exemple. On est d'accord? Quand je fais comme point mercure, point test, vous m'excusez, comme point mercure, point test, qu'est-ce qui va se passer? Il va se créer dans mon espace de travail un dossier qui sera appelé comme dans le projet, bien sûr, dans ce projet-là, bien sûr. Un sous-dossier dans ce dossier comme qui sera appelé Mercure. Et un autre sous-dossier qui sera appelé Test. C'est dans ce sous-dossier que, ma nouvelle classe point sera stocké, le fichier là. On est d'accord? Mais si vous ne mettez rien, ce sera associé au paquetage par défaut qu'on appelle default package. D'accord? Donc regardez. Le nom de la classe, c'est point. Ça ne contient pas de fonction principale min. C'est une méthode qui est publique. Pas de constructeur, pas de méthode abstraite. J'ai décoche, j'ai dit finish. On attend. Et regardez. Si vous constatez là, vous allez voir, il y a le paquetage qui est créé ici. Comme Mercure Test. Donc c'est une manière de restructurer, d'organiser les différentes classes de vos applications. Je peux venir dans Navigator, on n'a qu'à voir, regardez dans Source, il y a un dossier comme qui est créé, un sous-dossier Mercure, dans ça il y a un sous-dossier Test. C'est dans ça, où notre classe là est créée. D'accord? J'avais aussi dit quoi? J'avais dit que lorsque vous créez une classe Java sous Eclipse, ça correspond à une compilation automatique. Au fur et à mesure que vous êtes en train d'écrire le code de votre classe, il y a la commande JavaC qui s'exécute à l'arrière-plan. On est d'accord? Et regardez ici, quand la commande JavaC s'exécute à l'arrière-plan, on doit normalement avoir un fichier appelé .classe, suivant cette hiérarchie qui sera à son tour créée dans le dossier bin de notre projet. Regardez, vous avez vu, dans bin il y a un dossier comme. Dans ça, il y a un sous-dossier Mercure. Dans ça, il y a un sous-dossier Test. Dans Test, il y a .classe. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire quoi? Que la compilation d'un fichier source.java, qui ne contient qu'un ensemble de classes, conduit effectivement à la génération des bytecodes. C'est-à-dire qu'il va produire pour chaque classe définie dans le fichier source ou dans le projet, un bytecode correspondant. On est d'accord? Voilà, donc, portant l'extension .classe. Donc on y va, une manière de structurer. Donc regardez, je vais agrandir l'écriture. Je viens dans Windows, dans Préférences, pour que ceux qui se trouvent derrière puissent mieux voir. Je viens dans Général, dans Apparence, Font and Color, et puis voilà, je viens dans Basique, et puis Texte Font. Donc je vais agrandir. On est d'accord, je prends par exemple 20. Je préfère, je prends OK. Je pense que l'écriture est bien visible maintenant. On est d'accord? Maintenant, regardez. Un point est caractérisé par quoi? Par son abscisse X et son Y. La notation n'a pas que comme point Mercure, ainsi de suite. Cela veut dire quoi? Que la classe que nous sommes en train de définir appartient au dossier. Comme dans le dossier, il y a un sous-dossier Mercure. Dans ce sous-dossier Mercure, test maintenant, que la classe point maintenant sera stocké, ce fichier-là. On est d'accord? Voilà. Donc, un point est caractérisé par quoi? Par son abscisse X. Donc, je déclare private X et Y. Et après, je vais faire d'abord la classe sans aucun constructeur. On me comprend? Donc, je suppose, comme les données sont déclarées X et Y, cela veut dire quoi? Quand on crée un objet de la classe point depuis l'extérieur de cette classe,
on n'a en aucun cas la possibilité d'avoir la possibilité de pouvoir directement agir sur ces données X et Y. Il sera cependant nécessaire de passer par le canal des fonctions membres qui vont servir d'interface d'accès obligatoire aux données. On est d'accord? Donc, dans ce que l'on qualifie de la programmation orientée objet pur, on réalise ce qu'on appelle l'encapsulation. L'encapsulation, c'est d'interdire l'accès direct aux données d'un objet, sauf en passant toujours par le canal des fonctions membres qui vont servir d'interface d'accès. On est d'accord? Donc, pour mettre en œuvre l'encapsulation, on déclarera les données privées, les données comme privées, et les fonctions membres qui doivent accéder à ces données pour les traiter doivent être déclarées publiques. On me comprend? Donc là, je vais définir une fonction membre qui est publique, qui sera appelée initialise, qui ne renvoie pas de valeur, qui va me permettre d'initialiser. Nous avons int abscis, virgule, int quoi? Int ordonnée. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? X reçoit quoi? L'abscisse. Et je fais Y reçoit quoi? L'ordonnée. C'est bon, non? Et après, qu'est-ce que je vais faire? Quand on définit une classe en Java, nous n'avons pas la possibilité de l'exécuter directement. Pour pouvoir exécuter vos instructions Java, vous devez les placer dans la fonction principale min. Bien sûr, en ce début, comme nous sommes des débutants pour le moment, on va mettre les instructions qu'on veut exécuter dans la fonction principale min. On est d'accord? Donc regardez, cette classe n'est pas une classe exécutable. Le point d'entrée de vos applications Java, c'est la fonction principale min. La fonction principale min est pour Java, c'est qu'est l'instruction min pour un programme C++, un programme C++. Je sais bien que vous savez. Mais cette fois-ci, à la différence, en Java, la fonction principale min n'est plus une fonction indépendante, c'est une fonction membre d'une classe qui est rattachée à une classe. On me suit? Voilà. Et regardez, je vais faire une classe de test à côté dans laquelle je vais créer un objet de la classe point et puis tester au fur et à mesure. On est d'accord? Je me limite là à ce niveau. Ici, je vais créer, dans ce paquetage, je vais créer une classe que je vais appeler test.point. Je vais appeler cette classe-là test.point. J'ai fait un clic droit sur le paquetage, je reprends. J'ai fait un clic droit sur le même paquetage. On est d'accord? J'ai fait new class. Ou bien vous pouvez sélectionner le paquetage dans lequel vous voulez créer la classe. Et puis voilà, vous venez ici dans new, new file, et puis vous sélectionnez la classe. Ou bien la bonne manière c'est quoi? Donc vous venez ici, vous ne retrouvez pas la classe ici, vous cliquez sur Order, vous allez retrouver ici classe, vous sélectionnez. Ou bien la manière la plus simple c'est de faire un clic droit, et puis voilà, je viens là, new, je fais classe. On est d'accord? Donc cela veut dire que cette nouvelle classe aussi sera placée dans ce sous-dossier là, test. On est d'accord? Mais si je ne veux pas, je peux faire un autre sous-dossier, un autre paquetage que je vais donner un nom, mais qui se trouve dans Mercure, je ne sais pas, comme c'est un module qui est pour Mercure. Donc là, je vais appeler ça test.point. On est d'accord? J'ai vraiment mes classes de test dans lesquelles je vais mettre la fonction principale pour tester le comportement de chacune des méthodes de mes classes que je vais développer. Je vais toujours commencer le nom de ces classes qui contiendront la fonction principale min par test. J'ai fait min. Donc ça contiendra la fonction principale min. J'ai fait finish. Donc je suis au niveau de la fonction principale min. Ça c'est le commentaire Javadoc. Donc je n'ai pas besoin pour le moment. Je vais vous expliquer l'utilité de ça après. Et là je supprime ça. C'est un commentaire. Donc regardez, la classe point est là. La classe point est là dans ce paquetage et la classe test.point aussi est là dans ce paquetage. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je fais .p, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais dit, lorsque vous créez une classe, vous déclarez une variable, s'il faut dire, de cette classe, cela ne correspond pas à une réservation d'emplacement mémoire de ce type. Non, mais plutôt une réservation de zone mémoire prête à garder l'adresse des objets de ce type. Donc c'est un peu comme un pointeur. Donc P est un pointeur sur un point, mais le point proprement dit n'existe pas pour le moment, n'est pas encore créé. On est d'accord? Donc P est prêt à garder l'adresse de n'importe quel objet de type point.
Le point proprement dit sera créé sous une demande explicite du programme. Donc là, à ce stade, comme la classe point est là, déjà, je ne peux pas du tout faire p.initialise. P.initialise, je prends par exemple moins 3 et puis je prends 2. Quand je fais p.initialise, ça signale une erreur. Donc P, avant de pouvoir appliquer une méthode sur un objet, il faudrait que l'objet soit référencé. P ne contient l'adresse d'aucun objet de type point. N'est-ce pas? Donc je vais créer un objet de type point et placer son adresse dans P avant de pouvoir lui appliquer la méthode. Mais regardez ici, c'est seulement la seule méthode initialiste qui est définie. Regardez là. Donc pour régler ce problème, si vous le constatez, ça est en rouge. Pour régler ce problème, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer un objet de type point. Je fais new point, point virgule. Et je dois garder l'adresse de cet objet, de ce nouveau point-là dans P. Donc je fais P reçoit new point. Donc je crée un objet de type point et je place maintenant son adresse dans P. Si vous avez constaté, il n'y a plus d'erreur. On est d'accord? Il n'y a plus d'erreur à ce niveau. Si vous l'avez constaté. Maintenant, regardez, cela veut dire quoi? Suivant la définition de cette méthode initialise, nous avons quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc ici, qu'est-ce que cette méthode initialise fait? Elle permet d'attribuer la valeur du premier argument à l'abscisse x d'un point et celle du deuxième argument à l'ordonnée y d'un point. C'est bon? Donc regardez, j'ai créé un point, le point est créé et son adresse est placée dans P. J'ai fait P.initialize, cela veut dire que cette instruction qu'elle fait va placer la valeur du premier argument là, suivant la définition de la méthode initialise dans la classe point. Elle va placer la valeur du premier argument dans la partie x du point référencé par P et la valeur du deuxième argument 2 dans la partie y du point référencé par P. On est d'accord? Je vais voir maintenant si effectivement les valeurs ont été ajoutées dans la partie x et y de P. Qu'est-ce que je fais? Je fais system.out.println. Donc je fais ciseaux, après je fais contrôle espace, ça va compléter. Je fais x de P est égal. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais P.x. Mais est-ce que ce sera accepté? Il y a une erreur ici. On est d'accord? Pourquoi? Parce que x n'est pas du tout visible. Ici, x est déclaré privé, x n'est pas du tout accessible en dehors de sa classe. Parce que c'est déclaré privé. Par exemple, regardez, si je veux régler ce problème-là, vous voyez ça? Si je veux régler ce problème, c'est simple. Soit je déclare les données x et y, au lieu qu'elles ne soient privées, je mets public. Et regardez, l'erreur va disparaître. Il n'y a plus d'erreur. Et ça, c'est contraire à l'idée orientée objet. On est d'accord, on ne doit pas pouvoir, depuis l'extérieur de la carte, de pouvoir directement accéder aux données d'un objet. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je dois revenir. Je mets ici private. Mais quand je mets private, l'accès à cette méthode, l'accès aux données x et y va susciter un problème. Et regardez, quand j'enregistre. On est d'accord? Maintenant, si je vais afficher la partie x de P et la partie y de P, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cependant prévoir dans la classe point une fonction membre qui soit publique, qui va m'afficher les valeurs de x et y et y. On est d'accord? Je vais faire cette fonction, je vais appeler cette fonction-là affiche. Cette fonction, je dois pouvoir l'appeler depuis l'extérieur de la classe point. Donc, cela veut dire qu'elle doit être comment? Elle doit être publique. Donc, je fais public. Cette fonction ne va pas du tout me renvoyer des valeurs. C'est void. Le nom de la fonction, c'est quoi? C'est affiche. C'est clair? Et ça, qu'est-ce que je vais faire? Elle va m'afficher point en x égale. On affiche la valeur de x et y et on affiche la valeur de y. Pour afficher, je fais ciseaux, system.println. Donc, je fais contrôle espace. Ça me complète. On est d'accord? Je mets l'instruction là. Je mets point en x égale. J'affiche la valeur de x. On est d'accord? Et y égale. J'affiche la valeur de y. C'est bon? Donc là, cette fonction quand même, je peux
pas quand même accéder aux données X et Y qui sont privées, quand même je peux accéder aux membres publics. Donc si je suis à l'extérieur de la classe point, je vais afficher X et Y, je ne peux pas directement afficher X et Y, quand même je passe par le canal de cette fonction affiche, qui à son tour va me les afficher. Moi je n'ai pas du tout la possibilité d'accéder directement à la donnée, quand même j'ai la possibilité d'accéder à une méthode qui à son tour a accès. Donc comme je ne peux pas directement l'accéder, je passe par le canal de la fonction à laquelle j'ai accès, qui à son tour a accès pour me permettre d'afficher. Donc là, comme cette instruction n'est pas du tout acceptée, je vais commenter. Si je vais afficher la valeur de X et Y, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement P, point quoi? P, A, affiche, point virgule. D'accord? Donc regardez, je vais enregistrer, j'enregistre tout. Maintenant, comme c'est cette classe-là qui contient la fonction principale min, cela veut dire qu'on peut exécuter. D'accord? Pour l'exécuter, je viens là, je fais un clic droit sur la classe qui contient la fonction min. Quand vous déroulez, quand vous voyez le bouton play là, au niveau d'une classe, ça veut dire que c'est une classe qui est exécutable, qu'on peut exécuter. D'accord? Ça veut dire qu'elle contient la fonction principale min. D'accord? Donc, vous avez vu, quand je déroule, la fonction principale min est là. Donc ici, pour exécuter, c'est simple. Qu'est-ce que je vais faire? Il suffira juste de faire un clic droit sur la classe qui contient la fonction principale min. Je fais un clic droit. Je fais run as. OK, Java application. L'application Java, je l'exécute. J'attends. Et regardez, il m'a affiché point en X égale à combien? Moins 3, Y égale à 2. On est d'accord? Je peux créer autant de points que je veux. Je peux faire comme ça. Point K. Cela veut dire quoi? Que K est une référence de type point. Ou bien je fais point P2, virgule P3. Cela veut dire quoi? Que P2 et P3 sont des références ou des objets de type point. Je vais créer un point et placer son adresse dans P2. Donc je fais new point. Si je veux créer un point, j'utilise new point. Et je mets maintenant son adresse dans P2. On est d'accord? Maintenant, regardez, est-ce que j'ai initialisé les données de X et Y de P2? Non. J'avais dit quoi? Lorsque je fais P2.affiche, qu'est-ce que je vais voir? Lorsque je fais P2.affiche, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir 0, 0 point en X égale à 0, Y égale à 0, ici. Parce que je vous avais si bien dit que lors de la création d'un objet d'une classe, la création d'un objet d'une classe se passe en 3 étapes, de façon chronologique et ordonnée. La première étape, c'est une initialisation par défaut des données de l'objet, suivant les types de ces données déclarées à l'intérieur de sa classe. Donc, s'il s'agit des données de type entier, elles seront initialisées à 0. Des données de type float, c'est 0f. Des données de type double seront initialisées à 0 point. Des données de type char seront initialisées au code du caractère nul. Et des données de type classe. Il est bien sûr possible de rencontrer comme membre donné une variable d'une autre classe, il faut dire. C'est-à-dire une référence sur un objet de type classe. C'est-à-dire une référence sur un objet, s'il faut dire. C'est-à-dire une variable de type classe. On est d'accord. Maintenant, s'il s'agit des données de type classe, ils contiendront maintenant des références nulles. On est d'accord. Donc, l'initialisation par défaut, on l'appelle l'initialisation implicite. Ensuite, l'initialisation explicite. Lors de la déclaration, lors de la définition d'une classe, il est possible d'affecter explicitement à une donnée déclarée une valeur. Donc la deuxième étape, c'est l'initialisation explicite ou les initialisations explicites que vous auriez à faire. Et en un dernier temps, l'exécution du code du constructeur. On est d'accord. Mais dans notre cas bien précis, la classe point que nous venons de définir ne contient d'aucun constructeur. Qu'est-ce que Java dit? Java dit que lorsque vous définissez une classe qui ne contient pas de constructeur, lui va toujours supposer comme si cette classe contient d'un constructeur par défaut, un constructeur sans argument, ne faisant rien, appelé constructeur par défaut, qui peut maintenant vous permettre de créer des objets de cette classe. Donc pour créer un objet, on utilise le constructeur. Donc dans le cas bien précis, c'est le constructeur de la classe qu'on a utilisé, un constructeur sans argument,
bien qu'il n'est pas défini dans la classe point, on l'a appelé. Java considère, lorsque vous définissez une classe, vous ne mettez pas de constructeur à l'intérieur, il va supposer comme s'il existe dans cette classe un constructeur sans argument qui ne fait rien, qui va vous permettre d'instancier des objets de cette classe, de créer des objets de cette classe. Mais dès lors que votre classe dispose d'un constructeur, l'appel du constructeur par défaut ne sera plus accepté. D'accord? Donc on verra ça un peu plus loin. Donc ici, lorsque je fais p.affiche, p2.affiche, ça doit normalement m'afficher 0, 0. Pourquoi? Parce que d'une initialisation implicite. Donc je déroule ça, je fais test point, la classe là, c'est la classe là que je vais exécuter. Une fois que vous exécutez ça apparaît dans cette liste, je clique sur ça. Et regardez, x égale à 0, y égale à 0. Est-ce que c'est nous qui avions mis cette valeur-là à l'intérieur? Je dirais non, ce n'est pas nous qui avons mis cette valeur. Ce n'est pas nous qui avions placé cette valeur dans P2, n'est-ce pas? Je vais aussi initialiser P2. Je vais donner une valeur à la partie x de P2 et une valeur à la partie y de P2. Est-ce que je peux faire P2.x reçoit par exemple 8, point virgule, et P2.y reçoit moins 10. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas du tout possible. Pourquoi? Parce que dans la classe de P2, les données x et y sont déclarées privées dans la classe point. Donc je ne peux pas directement depuis l'extérieur de la classe les accéder. Maintenant, si je veux donner une valeur à la partie x de P2 et à la partie y de P2, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer par le canal d'une fonction membre publique, d'une méthode publique de cette classe, qui aura comme argument, les valeurs que je vais donner. D'accord? Donc, de préférence, je vais prendre la méthode initialise. Donc, les arguments que je vais donner à initialise constitueront des nouvelles valeurs de données de l'objet P2. Donc, ici, je ne peux pas faire ça. Je mets ça en commentaire. Quand même, je peux faire P2 point quoi? Point initialise combien? Je prends 8. OK? Et puis, je mets moins 10. D'accord? Et puis, voilà. Vous voyez? Moi, je ne peux pas directement l'accéder. Je peux passer par le canal de la chose à laquelle j'ai accès. Lui, à son tour, a accès. C'est ça l'encapsulation. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher P2. Pour afficher P2, si je ne peux pas faire 600.println P2.x, 600.println P2.y. Je ne peux pas faire. D'accord? Pour afficher, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une fonction membre qui est appelée affiche, qui est publique. Je passe par le canal de cette fonction membre qui, à son tour, va m'afficher. Donc là, je fais P2.a, P2.affiche. D'accord? Et là, maintenant, je vais enregistrer. J'exécute. Donc ici, quand je fais P2.affiche, je dois voir quoi? Quand je fais P2.affiche, je dois voir quoi? P2.affiche. C'est-à-dire, point d'abord, suivant la définition. Regardez, point en x égale à ça, y égale à ça. Ça va m'afficher point en x égale à combien? 8 et y égale à moins 10. Donc regardez, je viens là. Donc regardez le troisième affichage. Le deuxième affichage, c'est ça, qui m'a affiché 0, 0. Et le premier affichage, c'est passé. On est d'accord? Mais en réalité, est-ce que je peux faire P3.affiche? Je fais P3.affiche. Est-ce que c'est possible? Non. Je vais afficher quoi? P3 ne référencie aucun point. Ou bien, P3 ne référencie aucun point. Je vais appeler la méthode affiche sur quel objet qui n'est pas défini. Regardez, il y a une erreur. On est d'accord? Quand même, est-ce que je peux faire P3 reçoit P2? Reçoit P2. Est-ce que je peux faire ça? P3 reçoit P2. Oui, c'est possible. Là, dans ce cas, ça correspond, OK. J'ai placé dans P3 l'adresse de l'objet référencé par P2. L'adresse de l'objet référencé par P2, c'est-à-dire l'objet dont l'adresse est gardée dans P2, j'ai placé son adresse là dans P3 aussi. Cela veut dire quoi? Que P2 et P3 référencient un même objet, n'est-ce pas? Lorsque je fais P3, est-ce que je peux maintenant faire P3.affiche? Oui, c'est possible. C'est possible maintenant. Bien que je n'ai pas utilisé new pour créer un objet, point et placer son adresse dans P3, quand même j'ai mis dans P3 l'adresse d'un objet qui a été créé par new. Est-ce que vous comprenez? Quand je fais P3.affiche, c'est comme si je faisais P2.a. Ça va m'afficher quoi? 8 point en x égale à 8 et y égale à moins 10. Donc dans les deux cas.
Donc regardez, on va tester. Je teste. Regardez, point en x égale à ça, y égale à ça. On est d'accord? Maintenant, quelle remarque apportez-vous ici? Si vous constatez, la création d'un point et son initialisation se passe en deux temps. On crée sur une ligne à part, on initialise sur une autre ligne à part, en faisant appel à la méthode initialise. Il est possible en Java de faire en sorte que vous initialisez au moment même de la création des objets les données de cet objet au moment de sa création. Donc une manière d'imposer l'initialisation des données d'un objet au moment même de sa création, d'où maintenant la nécessité d'utiliser un constructeur. On est d'accord? Donc on s'est servi de constructeur par défaut pour créer cet objet. On est d'accord? Donc je ne veux plus ça. Qu'est-ce que je veux? Je vais enlever ça. J'enlève tout. J'efface tout. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant remplacer la méthode initialise de la classe point par une méthode portant le même nom que sa classe, qui ne dispose pas d'argument, qui peut ne pas avoir d'argument, mais qui ne dispose pas de type de retour, même void, qui va se charger d'initialiser les données d'un objet. Et on va voir comment on doit l'appeler. Donc regardez, je vais remplacer cette fonction-là par une fonction portant le même nom que la classe. Le nom de la classe, c'est quoi? C'est point. On est d'accord? Et qui ne possède pas de retour. J'enregistre. Maintenant, je viens dans la classe point, dans la classe test. Je vais créer un point P. Quand je fais point P, ça c'est accepté. Cela veut dire que P est une référence sur un objet de type point. P est prêt à garder l'adresse de n'importe quel objet de type point. Mais est-ce que le point proprement dit est créé? N'existe pas. On est d'accord? Le point P sera créé sous une demande explicite du programme. On est d'accord? Donc en faisant l'opérateur new, ça va créer un point et je récupère maintenant l'adresse. Donc l'opérateur new crée un objet et retourne maintenant sa référence, son adresse. On est d'accord? Donc je vais faire new point. Mais est-ce que je peux faire comme ça new point qu'il se soit accepté? Non, ce ne sera plus accepté. Pourquoi? Parce que la classe point dispose déjà d'un constructeur avec argument. Il me faut cependant fournir les paramètres. Pour que ça soit accepté, il faudrait soit que je définisse, c'est-à-dire je surcharge le constructeur de la classe point. Si je veux que ça soit accepté, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut définir alors un autre constructeur sans argument dans la classe point. Je fais point P, même s'il ne fait rien, ok, j'enregistre le tout, vous allez voir que ça, vous avez vu, il n'y a plus de règle, même s'il ne fait rien, ça correspond à l'appel de ce constructeur-là. On est d'accord? Donc, new point là, ça va créer un objet de type point et retourner son adresse que je vais récupérer dans P. On est d'accord? Mais regardez, je ne veux pas pour le moment de constructeur sans argument. Donc, regardez, quand j'enregistre, il y a l'erreur qui va apparaître. Il y a une erreur qui va apparaître. Parce que j'ai fait appel au constructeur sans argument. Et cet appel de constructeur sans argument est accepté en Java dans deux cas. Soit la classe point ne dispose d'aucun constructeur, c'est-à-dire aucun constructeur, ou bien la classe point dispose d'un constructeur sans argument. Mais dès lors que la classe dispose d'un constructeur déjà, l'appel du constructeur par défaut ne sera pas accepté. Le constructeur sans argument. Donc il me faut cependant fournir les paramètres. Je prends 5, je prends moins 3. Donc, regardez, l'erreur a disparu. Vous comprenez? Donc maintenant, au moment de la création de ce point-là, j'ai initialisé les données X et Y. N'est-ce pas? Donc je n'attends plus que je crée, ensuite j'initialise les données de l'objet. Au moment même de sa création, j'ai initialisé les données X et Y de ce nouveau point-là que je vais placer son adresse dans P. On est d'accord? Et regardez maintenant, j'ai fait P.affiche. Lorsque je fais P.affiche, on verra quoi? Point en X suivant la définition de la classe, je vais voir point en X, ainsi de suite, n'est-ce pas? Point en X égale à combien? 5 et Y égale à 3. Donc regardez, je vais exécuter. Regardez. On est d'accord? Donc ici, je vais créer un point P2. Je peux faire point. Je fais point P2, reçoit quoi? New point. Ok. Je prends moins 8.
et je prends 10. C'est bon? C'est bien sûr possible. On est d'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire P2, point quoi? Point A, P2 point affiche. Lorsque je fais P2 point affiche, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va m'afficher? Point en X égale à moins 8, Y égale à 10. Regardez, je vais exécuter. Donc, regardez. Le premier affichage, c'est ça. Le deuxième P2 point affiche, c'est ça. On me comprend? Et regardez, lorsque je fais, on est d'accord? Est-ce que je peux faire P2 reçoit P3? Est-ce que je peux faire, ou bien P3 reçoit P2? Est-ce que je peux faire ça? C'est bien sûr accepte. Non, pardon. Pardon, j'ai dit P3. Il n'y a pas de P3. Je fais P2 reçoit P. Est-ce que c'est accepté? Oui. Mais attention. On avait dit que l'affectation en Java, ok, de deux objets ne correspond pas comme en C++ à une affectation des champs, champ par champ, mais plutôt ça correspond à une affectation des références. Qu'est-ce que ça veut dire? On a placé dans P2, dans P2 l'adresse de l'objet référencé par P1. On est d'accord? Cela veut dire que P et P2 référencient un même objet qui est l'objet dont l'adresse est contenue dans P, c'est-à-dire cet objet-là. On est d'accord? Mais l'objet qui était référencé par P2 n'est plus référencé. Son adresse n'est plus gardée dans P2. Donc l'objet deviendra directement candidat au ramasse-miettes. On est d'accord? Donc on avait dit, lorsque vous créez un objet et que son adresse n'est pas gardée en Java, il y a ce qu'on appelle le garbage collector qui s'en occupe. Java est doté d'un mécanisme de gestion automatique de la mémoire appelé garbage collector ramasse-miettes qui se charge chaque instant de sillonner l'espace mémoire pour retrouver des objets qui n'ont pas de référence. Et ce sont ces genres d'objets qui deviennent maintenant sa proie. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire que la notion de destructeur n'existe pas. On est d'accord? Si la notion de constructeur existe, destructeur n'existe pas. Donc, ici, regardez, lorsque je fais P2.affiche, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va m'afficher X égale à combien? 5, Y égale à moins 3. Lorsque je fais encore P.affiche, qu'est-ce que ça va m'afficher? La même chose. X égale, point en X égale à 5, Y égale à moins 3. Je vais enregistrer. J'exécute. Regardez, les deux derniers affichages, c'est effectivement ça. Vous comprenez? Voilà. Mais l'objet qui était référencé par P quoi, ça sera perdu dans l'espace mémoire. Sera désalloué, s'il faut dire pardon. Sera effectivement désalloué automatiquement. On est d'accord? Maintenant, si vous constatez, il n'y a qu'une seule façon de créer des objets de la classe point. C'est-à-dire en utilisant le constructeur point avec combien d'arguments? Deux arguments. Si je tente de créer un point en appelant un constructeur avec un seul argument, qui puisse donner la même valeur à X et Y, ça ne sera pas accepté. Regardez, lorsque je fais point P3, reçoit quoi? New point. Lorsque je fais new point, par exemple, je prends à l'intérieur, je prends ici 3, ce ne sera pas du tout accepté. Regardez, pardon, vous m'excusez, j'ai fait du n'importe quoi là. C'est le point de Java que j'ai soulevé et je n'ai pas besoin de ça. Donc regardez, je fais, ok, new point, ok, new point. Je mets ici par exemple 2. C'est la même valeur que je vais donner à X et Y. Regardez, est-ce que ça, ce sera accepté? Ce ne sera pas du tout accepté. Pourquoi? Dans la classe, il n'y a aucun constructeur avec un seul argument qui existe. Si l'on veut que ça aussi soit accepté, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ce qu'on appelle faire la surdéfinition du constructeur. On est d'accord? On va surdéfinir en ce temps le constructeur, comme je vous ai si bien dit. Donc, on va surdéfinir le constructeur. Donc, surdéfinir un constructeur, c'est quoi? C'est définir plusieurs constructeurs dans la même classe, d'une même classe, mais de type ou de nombre d'arguments différents. Et au moment de l'appel, la création des objets peut se passer suivant le type de... que le constructeur approprié soit appelé en fonction du type ou du nombre d'arguments qu'on va communiquer. D'accord? On revient là. Qu'est-ce que je fais? Et là, pour que ça soit accepté, je dois procéder à la surcharge. Je dois surcharger le constructeur. Donc là, je viens dans la classe point, je vais ajouter un constructeur qui soit public. On est d'accord? Mais avec un argument int. On est d'accord? Je prends quoi? Je prends par exemple, corde.
je suis libre quoi, je peux appeler ça corde. Un argument int corde, on est d'accord? Je peux simplement faire, donc je vais donner la même valeur à x et la même valeur à y. C'est-à-dire corde là, je vais donner ça à x et à y. Donc cela veut dire que x et y disposent les mêmes valeurs. Donc je peux faire x reçoit, y qui reçoit quoi? Corde. Donc ce qui veut dire que l'affectation multiple est autorisée en Java. On est d'accord? Donc ça veut dire que x égale à corde et y aussi reçoit corde. On est d'accord? Maintenant regardez, ici, ok, regardez, il n'y a plus d'erreur. On est d'accord? Quand j'enregistre, quand vous voyez en orange, en jaune, cela veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. C'est que c'est un objet qu'on a créé et qu'on n'a pas encore utilisé. Maintenant regardez, quand je fais P3, point affiche, qu'est-ce que ça va me donner? Quand je fais P3 point affiche pour afficher la valeur de P3, qu'est-ce que ça va me donner? Et Y égale à 2. Donc le dernier affichage, c'est ce que ça doit m'afficher. Regardez. X égale à 2, Y égale à 2. N'est-ce pas? Maintenant, regardez, est-ce que j'ai la possibilité, ok, de faire comme ça? Point P4, je crée un point P4, reçoit quoi? New point. Pardon, je fais new point. Est-ce que ça, ce sera accepté? Non, ce n'est pas accepté. Si l'on veut que ce soit accepté, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir dans la classe point, ajouter encore un autre constructeur sans argument. Donc je vais faire comment? Je mets ici, ce constructeur doit être public, on doit pouvoir l'appeler depuis l'extérieur de la classe. Je mets point, on est d'accord? Même si je ne mets rien dans son corps, il n'y a aucun problème. Mais donc l'initialisation par défaut va mettre à 0, 0 le donner comme sur le type entier. On est d'accord? Ou bien, je peux dire par exemple par défaut, si l'on appelle le constructeur là, sans donner le paramètre, que ça donne par défaut la valeur, ok, moins 1 à x et à y. Est-ce que vous me faites comprendre? Que x est égal à moins 1, y est égal à moins 1. Vous comprenez? Par défaut quoi, quand on appelle sans fournir le paramètre. Maintenant regardez, lorsque je fais P4, vous avez vu c'est accepté. Donc lorsque je fais P4 point affiche, qu'est-ce que ça va m'afficher? Oui, en x égale à y égale à moins 1. On est d'accord par défaut. Donc comme ça, c'est ce que j'ai donné. Regardez, x égale à moins 1, y égale à moins 1. N'est-ce pas? Regardez maintenant. Au lieu de faire ça, je peux appeler le constructeur à l'intérieur d'un autre. Regardez ici. J'ai défini un constructeur avec deux arguments. Au lieu de faire x reçoit y qui reçoit corde, je peux appeler ce constructeur-là dans cet autre en transmettant corde comme argument. Pour appeler un constructeur à l'intérieur d'un autre constructeur, on utilise le mot-clé 10. On est d'accord? Suivant le nombre d'arguments et le type d'argument que vous allez fournir, ok, le constructeur correspondant sera appelé. Donc ici, je transmets tout simplement corde, virgule, je mets corde. Donc c'est les mêmes valeurs qui seront données à x et à y et à y. Donc j'ai appelé ce constructeur-là ici en transmettant la valeur corde. C'est accepté. Tout comme regardez ici, je vais donner la valeur moins 1 à x et y par défaut. On est d'accord? Il suffira tout simplement d'appeler ce constructeur-là avec un seul argument en transmettant les moins 1 en argument. Ou bien, donc ici, je peux faire comme ça, 10, entre parenthèses, je mets ici moins 1. Quand je mets 10 moins 1, ça correspond à l'appel du constructeur de la classe en cours avec un seul argument, c'est-à-dire ça. On est d'accord? Donc lui, à son tour, fera appel au constructeur à deux arguments en transmettant ainsi de suite. Donc ici, c'est moins 1, moins 1, moins 1. Donc regardez, ce sera le même résultat qui sera donné. Regardez, je vais exécuter. Regardez, ça me donne le même résultat. Donc pour appeler un constructeur au sein de notre constructeur, on utilise le mot-clé 10. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous constatez, c'est ça qu'on appelle un constructeur. Le constructeur, ça permet d'initialiser les données d'un objet au moment de sa création. D'accord? Une manière d'imposer l'initialisation des données d'un objet au moment de sa création. Mais quel constat portez-vous ici? Et regardez, P1, P2, et regardez que ce soit P, l'objet P, P2, P3, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire P2, P3 et P4 sont tous des objets d'une même classe, c'est-à-dire de la classe point. Ou bien, P2 référentiel de la classe point, P3 référentiel de la classe point, P4 aussi référentiel de la classe point.
sont tous des objets, que ça sont toutes des références de type point, c'est-à-dire références de type point. Mais est-ce que ces points-là ont été créés de la même manière? Le point P2 a été créé en appelant un constructeur avec deux arguments. Ça a été créé, le point P3 a été créé en appelant un constructeur à un argument. Et P4 a été créé en appelant un constructeur sans argument. Donc c'est la surdéfinition, c'est l'intérêt de surdéfinir des constructeurs qui te permet de faire cela. Donc la surdéfinition du constructeur nous permet de créer des instances d'une même classe sous différentes manières. On est d'accord? Ça nous permet de créer des objets d'une même classe de différentes manières. Est-ce qu'on me fait comprendre? On me fait comprendre? Donc ça c'était la surdéfinition du constructeur. On est d'accord? Supposons maintenant, je vais déplacer, bon, je vais enlever tout ça là, ok? C'est pas mon problème. Regardez, je me contente de ça pour le moment, P3. On est d'accord? Lorsque je fais P.affiche, ça va m'afficher quoi? Point en X égale à combien? 5 et Y égale à 3. Maintenant, je vais déplacer le point en ajoutant moins 5 sur la partie X pour le faire revenir à 0 et 3 à la partie Y. Je vais le déplacer. Est-ce que je peux faire P.X reçoit P.X plus moins 5. Je mets ici moins 5. On me comprend? Après, je fais P.Y reçoit P.Y plus 3. Et après, je fais P.A affiche. Est-ce que ce sera accepté? Il y a P.affiche. Est-ce que ça, ce sera accepté? Je ne peux pas du tout accéder directement aux données X et Y de P. Parce que ces données sont déclarées privées, n'est-ce pas? Et là, à ce niveau, qu'est-ce que je dois faire? Je vais définir une autre fonction que je vais appeler déplace, qui va recevoir la valeur de déplacement de la partie X, la valeur qui sera ajoutée à la partie X d'un point, et la valeur qui sera ajoutée à la partie Y d'un point. Je vais appeler cette fonction qui sera appelée déplace. Cette fonction-là doit être publique ou privée? Elle doit être publique parce que je dois pouvoir l'accéder depuis l'extérieur de la classe. Donc là, comme je ne peux pas du tout faire comme ça, je viens dans la classe point, je définis une autre fonction qui sera appelée déplace, mais qui soit publique. Je fais public, qui ne renvoie pas de valeur, qui sera appelée déplace, qui dispose de deux arguments. Je vais appeler dx int dy. Qu'est-ce que cette fonction fait? Qu'est-ce que cette méthode fait? Elle permet d'ajouter la valeur de dx sur la partie x du point en cours et la valeur de dy sur la partie y du point en cours. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x plus reçoit quoi? Dx. Après y plus reçoit quoi? dy. C'est bon? Donc je vais enregistrer. Mais comme je ne peux pas du tout ajouter comme ça sur la partie x et y moins 5 et 3, je ne peux pas. Quand même, j'ai la possibilité d'accéder à la fonction publique. Déplace. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait P point déplace. Je vais donner à la partie x combien? Moins 5. Je vais ajouter à la partie x combien? Moins 5. Et je vais ajouter à la partie y combien? Moins 3, pardon. Moins 3. Ici, je vais ajouter combien? 3, 5. On me comprend? Je mets un point virgule. Et maintenant, quand je fais, regardez, avant le déplacement, lorsque je fais P.affiche, qu'est-ce que ça m'affichait? Avant le déplacement, lorsque je fais P.affiche, ça m'affichait quoi? Point en x égale à 5, y égale à ça. Maintenant, lorsque je fais, pardon, on avait ajouté moins 5 ici, je vais ajouter moins 5 ici, et puis combien? Et puis 3, vous m'excusez. On est d'accord? Je vais sur 3. Maintenant, regardez. Lorsque je fais P.affiche, ça va m'afficher combien? X égale à 5, Y égale à moins 3. Lorsque je fais P.déplace, qu'est-ce qui va se passer? La valeur là sera ajoutée à la partie X de P. Donc la partie X de P sera égale à combien? Et cette valeur aussi sera ajoutée à la partie Y de P. On aura combien? 0. Suivant la définition de la méthode de déplace. Quand on écrit comme ça, c'est comme si l'on faisait comme ça. C'est comme si l'on faisait comme ça. X reçoit X plus dx. C'est la même chose. C'est comme si l'on faisait ici Y égale à Y plus dy. C'est la même chose, quoi. Maintenant, je vais enregistrer pour que l'erreur la puisse disparaître. Quand j'enregistre, l'erreur a disparu. N'est-ce pas? Maintenant, je vais exécuter.
Regardez. Le deuxième affichage m'a affiché combien? 0, 0. N'est-ce pas? Je l'ai déplacé. On est d'accord? Voilà. Maintenant, regardez là. Regardez là. Regardez là. Je vais déclarer des shorts. Regardez, je vais faire short S1. Reçoit par exemple, on est d'accord? 2, virgule. S2 reçoit, on est d'accord? Moins 4. On me comprend? On me comprend? J'ai déclaré deux variables de type short, S1 et S2. On est d'accord? Est-ce que je peux faire P.déplace, on est d'accord? S1, je mets S2. Est-ce que c'est accepté? Oui, c'est bel et bien accepté. Bien que dans la classe point, je n'ai pas défini de méthode déplace avec deux arguments short. Ou bien, avec argument short, short. Est-ce que j'ai défini une méthode déplace avec argument short, short dans la classe de P? Il n'y en a pas. Mais et pourtant, j'ai appelé avec short, short. C'est accepté. Pourquoi? Il va se produire ce qu'on appelle une conversion implicite. Donc, en un premier temps, la méthode déplace avec deux arguments short sera recherchée dans la classe de P. La classe de P, c'est point. Et c'est dans la classe de P, il y a une méthode déplace avec deux arguments short qui est là. Non. Ou bien, il n'y a pas de méthode déplace avec deux arguments short qui est définie. Alors, le compilateur va voir, il va convertir cet argument, mais il retrouve déjà une méthode déplace avec deux arguments int, int. Est-ce que vous comprenez? Le compilateur va faire quoi? Va directement convertir automatiquement le short là en un int. Le short là aussi en un int, automatiquement. On est d'accord? Pour pouvoir accepter l'appel de la méthode. Comme il ne retrouve pas la méthode dans la classe point, la méthode déplace avec deux arguments short, mais quand même, il retrouve une méthode déplace avec deux arguments int. Donc les deux arguments short là, les deux arguments effectifs short là seront automatiquement convertis en un int pour pouvoir accepter l'appel de la méthode déplace avec deux arguments int. On est d'accord? Et là maintenant, quand tu exécutes, ça fera maintenant appel à la méthode déplace avec deux arguments short. On est d'accord? Mais ça va ajouter combien à la partie x? 2 à la partie x et moins 4 à la partie y. Maintenant, si je fais P point affiche, qu'est-ce que ça va m'afficher? Ça va m'afficher combien? Point en x égale à combien? Oui, y égale à moins 4. Parce qu'avant, c'était à 0, 0. Lorsqu'on déplace, on aura 2 et moins 4. Regardez, j'exécute. Vous voyez, c'est 2 et puis moins 4. On est d'accord? Voilà. Si vous constatez, ça correspond, effectivement, à l'appel de la méthode déplace avec deux arguments int qu'on a définis. Pour preuve, regardez, je vais faire d'abord un affichage. Après avoir calculé, je vais faire un affichage pour que vous puissiez voir à l'exécution c'est quelle méthode qui a été appelée, quoi. On est d'accord? Je vais mettre ici appel déplace avec argument int. N'est-ce pas? Je vais afficher ce message là, quoi. Donc regardez, quand je fais appel à ça, S1, S2, regardez, je teste. Et regardez, vous avez vu, lors de l'appel, l'avant affiche. Quand je fais appel à déplace, regardez, vous avez vu, déplace avec argument int. Ou bien, suivant le message que j'ai placé dans déplace. Ça s'est affiché. Donc, et pourtant, j'ai fait appel à déplace avec argument short. Donc, les choses ont été automatiquement converties en un int, suivant bien sûr cette hiérarchie. Suivant bien sûr cette hiérarchie que je vous montre là, regardez. Suivant bien sûr cette hiérarchie, regardez. Donc, la conversion implicite se passe suivant cette hiérarchie. Regardez, s'il s'agit bien sûr des données de type int, les ints sont automatiquement convertis en un float. Les floats peuvent être convertis automatiquement en float. Les floats en double. On est d'accord? Les int en long, les longs en float, les floats en double. On est d'accord? Maintenant, s'il s'agit des données de type caractère, les caractères sont automatiquement convertis. Que ce soit les caractères,
que ce soit les caractères, vous m'excusez, que ce soit les caractères, les bytes ou les shorts sont automatiquement convertis en un int. Et les int peuvent être convertis en long, les longs en float et les floats en double. Est-ce que vous comprenez? Donc, on y va. Regardez là. Ici, le short sera automatiquement converti en int et la recherche de la méthode déplace sera effectuée et ça correspond à l'appel de cette méthode. Donc, quand ça fait le déplacement, après ça va afficher appel de déplace. Maintenant, regardez. Supposons que j'avais défini dans la classe point une méthode déplace à 2 arguments short. Donc, je vais surdéfinir la méthode déplace. Donc, ici, je vais définir la méthode déplace. Public void déplace. OK, avec argument short, OK, dx, on me suit là, virgule, short, dy. On est d'accord? Bon, je vais faire de sorte que c'est le même comportement, peu importe. Hein. Je copie ça, CTRL C, CTRL V. Et cette fois-ci, ce n'est plus l'appel de la méthode déplace avec argument int, c'est quoi? Short. C'est ce message-là qui va apparaître. On me comprend, non? Quoi? Où? Ok, c'est pas grave, hein? C'est pas, ok, c'est un simple message, il n'y a aucun problème. Donc, regardez. Avant, l'ancienne exécution, ça m'a affiché quoi? L'ancienne exécution, quand j'avais appelé déplace, c'était int. Ou bien, regardez, avec cet appel-là, lorsque je fais déplace, c'était int. Mais comme j'ai défini dans la classe point, encore une autre méthode appelée déplace, mais avec 2 arguments short. Maintenant, quand je vais exécuter, c'est quelle méthode qui sera appelée? Déplace avec argument short. On va l'exécuter puis voir. Regardez. Ce n'est plus int qui est appelé. Regardez, c'est l'appel de méthode déplace avec short. On est d'accord? Donc, lors de l'appel d'une méthode, la recette de la méthode se fera en fonction du type des arguments effectifs d'abord. Si toutefois que la méthode correspondante n'a pas été retrouvée, Java va rechercher la méthode correspondante en tentant de faire une conversion implicite pour accepter. Mais si toutefois que la conversion explicite n'a pas pu s'effectuer, là ça va signaler une erreur. Maintenant regardez là. Regardez. Maintenant je vais déclarer des bytes. On est d'accord? J'ai fait byte B1 reçoit 1, virgule, byte B2 reçoit 0 par exemple. Est-ce que je peux faire P.déplace P.déplace, on me suit, B1, B2. Est-ce que ce sera accepté? Est-ce que ce sera accepté? Bien sûr, c'est accepté. Mais dans ce cas, ça correspond à l'appel de quelle méthode déplace? Short ou bien int? Hein? Ça correspond à l'appel de cette méthode déplace int ou bien short avec les bytes, avec 2 arguments bytes ici. Donc on va exécuter, vous allez voir. Regardez. Ça correspond à l'appel de la méthode déplace avec argument short. On est d'accord? Pourquoi c'est avec short? Le byte d'abord est converti en short, le short en int et le int en long, le long en float et le float en double. On est d'accord? Maintenant regardez, je vais déclarer ça comme des chars. On me suit là? Je déclare ça comme des chars. Donc le byte là est automatiquement converti en short pour faire appel à la méthode déplace avec argument short. On est d'accord? Maintenant regardez, je vais comment dirais-je, déclarer comme des chars. On est d'accord? Regardez là, hein? Je fais char C1 reçoit quoi? Reçoit par exemple le caractère A.
un caractère est considéré comme un cas particulier d'entier. Pourquoi? Parce qu'à chaque caractère associe un code ASCII qui est un entier. Le code ASCII de grand A, c'est combien? C'est 65. Le code ASCII de grand B, c'est combien? C'est 66. N'est-ce pas? Et regardez, je vais faire le déplacement, ok? Et regardez, bon, je vais faire exprès d'abord. Je crée un point P2. On est d'accord? Je crée un point P2. Je fais point P2. Reçoit quoi? New point. Je vais mettre 0, 0, 1. Je préfère. Je vais mettre 0, 0. On est d'accord? Point virgule. Ou bien je mets new point tout simplement comme ça. On est d'accord? Je vais mettre new point comme ça. Là, dans ce cas, x de P2 c'est égal à combien? X de P2, quand je fais appel au constructeur sans argument, x de P2 c'est combien? Quand je crée un point en appelant un constructeur sans argument, x de P2 c'est combien? Moins 1. Ne soyez pas idiot quand même. C'est pas moins 1 par défaut? Donc regardez, je vais faire d'abord P2, point affiche. On va voir quoi? Le dernier affichage, on va voir quoi? X égale à moins 1, Y égale à moins 1. X égale à moins 1, Y égale à moins 1. C'est ça, non? Regardez, je fais P2, on est d'accord? Point déplace, on est d'accord? Je fais C1, je fais C2. Java accepte. Il accepte. Pourquoi il a accepté? Parce que tout simplement, les caractères sont considérés comme des cas particuliers d'entier. À chaque caractère associe un code ASCII qui est un entier. Le code ASCII de grand A, c'est combien? C'est 65. Le code ASCII de grand B, c'est combien? Donc là, dans ce cas, les caractères C1 et C2 seront automatiquement convertis en un entier pour faire appel à la méthode déplace. Donc, initialement, c'était moins 1, moins 1. Donc, le code ASCII de grand A, c'est 65. Moins 1 plus 65, ça fait combien? 64. Et grand B, c'est 66. 66 moins 1, c'est combien? C'est 65. Lorsque je fais P2 point déplace, P2 point affiche, qu'est-ce qu'on va voir? 65. Regardez, on enregistre. Regardez. Ça correspond à l'appel de la méthode déplace avec int. Mais regardez. 64 et 65. On est d'accord? Regardez ici. J'ai surchargé le constructeur de la classe de la méthode déplace de la classe point. N'est-ce pas? Maintenant, en fonction du type ou du nombre d'arguments que je vais donner, ok, la méthode correspondante est appelée. Maintenant, regardez là, hein. Regardez là, je vais supprimer ça. C'était pour vous montrer que la conversion implicite se passe. Et regardez là. Si je fais P point déplace, on me suit? S1, B1. Selon vous, ça correspond à l'appel de quelle méthode? Déplace. Dernier appel de déplace. S1, B1. Dans la classe point, nous avons défini quelle méthode déplace? 2 arguments int et 2 arguments short. Mais je l'ai appelé ici avec un argument short et un argument byte. Qu'est-ce qui sera accepté? Hein? C'est l'appel de la méthode déplace avec 2 arguments short ou quoi? Avec 2 arguments short. On va exécuter. Regardez, ça correspond à l'appel de la méthode déplace avec 2 arguments short. Pourquoi? Parce que short là ne sera pas comme il y a une méthode déplace avec 2 arguments short, mais ici, le deuxième argument est byte. Donc le deuxième argument sera implicitement converti en quoi? En un short. On est d'accord? Pour accepter maintenant l'appel de la méthode. On est d'accord? Donc c'était en quelque sorte, ok, le TP portant sur la surdéfinition, les conversions implicites des arguments, ok, et ainsi que la surdéfinition des méthodes, des autres méthodes, quoi, autre que le constructeur. On est d'accord? Je pense que ce TP là vous a bien servi.
D'accord? Et je vous remercie de l'attention que vous avez portée sur ça. Ça a été proposé par M. Ali Fofana, le chargé de cours de Java dans les universités privées de la place depuis Guinée-Conakry. Alors, je vous remercie.